Bordée par la Grande Bleue, cette terre d'azur tisse l'histoire de l'humanité avec le fil d'or des légendes. Sur le vieux grimoire, comme une poudre de fée par le Mistral déposé, soufflons la poussière ocre et le pollen lavande pour nous plonger dans les contes et légendes de la Méditerranée. Ce matin n'était pas un matin comme les autres. Le petit Jacques s'était réveillé à l'aube tant il avait hâte de la matinée qui l'attendait. Après de longues semaines de patience, il allait pouvoir réaliser son rêve, un baptême de plongée dans la baie de Saint-Raphaël. Il s'imaginait déjà se mélangeant aux poissons et caressant les algues multicolores. Peut-être même qu'il apercevrait une murène sortant de sa cachette. Qui sait? Pendant le petit déjeuner, sa mère déplia sur la table une carte de la baie. « C'est ici que tu vas plonger », dit-elle en plantant son index sur l'îlot du lion de mer. « Et ici, c'est l'autre plus petit qui s'appelle... » « Lion de terre », reprit Jacques. Ces rochers, Jacques les connaissait bien. Il avait déjà approché ces monstres de pierre en bateau, mais pour la première fois, il allait les aborder par en dessous, comme un explorateur des mers. L'espace d'un instant, pourtant, Jacques fut comme saisi d'un doute. Et si la légende qu'on lui avait racontée petit était vraie? Et si les monstres pouvaient reprendre vie? Non, ça n'était pas le moment de flancher. Surtout pas le jour où il allait devenir un plongeur. Foi de petit Jacques, il allait affronter sa peur et ses rochers allaient bien rester à leur place. Il est vrai que cette légende a de quoi faire frissonner les marins les plus courageux. Vous ne la connaissez pas? Laissez-moi vous la raconter. Il y a fort longtemps, se trouvait sur la côte méditerranéenne un château dans lequel vivait une princesse à la beauté incomparable. Sa belle-mère, une femme sèche comme le maquis d'été, en était si jalouse qu'elle décida de la faire disparaître. Étant pourvue de pouvoirs magiques, elle lui lança un sort qu'elle avait appris de sa propre mère, une sorcière aussi sèche que méchante. La belle s'endormit aussitôt, mais elle eut le temps d'entendre murmurer une formule dont les mots n'avaient rien de rassurant. « Dors à l'instant, et les flots te perdront. » À la nuit tombée, la méchante traîna la princesse vers une barque en prenant soin d'en retirer les rames et s'adressa bras écartés au Mistral qui rugissait. Ô vent de Provence, maître des rafales et des tempêtes, éloigne à jamais cette princesse de ma vue, et que la mer en dispose à son gré. Et le Mistral s'exécuta. Mais pas vers le large, et une mort certaine, comme il en avait reçu l'ordre. Il poussa l'embarcation le long des côtes avec délicatesse, en faisant balancer doucement la coque pour accompagner le sommeil de la princesse. Lorsque la princesse ouvrit les yeux, son petit bateau dérivait en direction des rives d'un village qu'elle ne connaissait pas. C'était Saint-Raphaël. Elle fut émerveillée par la beauté du lieu et par la vue du massif qui se découpait dans le ciel bleu roi. Mais comment s'approcher sans rame du village? Allait-elle dériver et mourir si près de la côte? La jeune princesse ignorait qu'un jeune homme qui avait pour habitude de venir chaque matin au bord de l'eau pour observer les albatros et les goélands avait aperçu cette barque sans vie. Il attendit encore un peu. La barque se rapprochant, il aperçut plus distinctement qu'à son bord se trouvait une personne qui ne bougeait pas. N'écoutant que son courage, il poussa à l'eau une barque et se mit à ramer aussi vite qu'il le pouvait pour rattraper celle qui dérivait. Quand son bateau fut suffisamment prêt, il put enfin apercevoir son passager, ou plutôt sa passagère. Leurs regards se croisèrent. Immédiatement, ce fut le coup de foudre, à tel point qu'il provoqua comme une onde de choc à la surface de l'eau. Bien que d'une légèreté infinie, et ne durant que quelques secondes, elle fut ressentie partout dans le monde sous-marin. Qu'est-ce là? Des profondeurs où je me trouve, je ressens la puissance d'un amour qui me déplaît. Celle qui tenait ces propos s'appelait Amphitrite. Elle était l'épouse de Poséidon, dieu des mers et des océans. Cette nymphe à la queue de poisson avait le pouvoir de commander les monstres marins. Même les vagues prenaient la forme de ses désirs.
Amphitrite était aussi et surtout connue pour sa jalousie féroce. Et il se trouve qu'elle était amoureuse de ce beau jeune homme qui, tous les jours, venait admirer les courbes de ses vagues depuis la baie de Saint-Raphaël. Alors, quand elle apprit qu'une princesse lui volait son prince de cœur, son sang de sirène ne fit qu'un tour. Elle ose, une terrienne, sur mon royaume. Monstre des profondeurs, sortez de ces ténèbres. Prosternez-vous et attendez mes ordres. Dans un magma de sable et d'algues arrachées, deux énormes créatures au corps de crocodile, dont la tête ressemblait à celle d'un lion, sortirent des profondeurs de la mer. À la surface, sans aucune conscience du drame qui se préparait en dessous d'eux, la princesse et son sauveur ressentirent néanmoins un étrange mouvement qui fit bouger le bateau. La princesse regarda autour d'elle. La surface avait soudain perdu de sa clarté. N'avez-vous rien senti ? Nous avons été secoués alors que la mer est calme comme un lac. Et regardez, l'eau s'est assombrie tout d'un coup, dit-elle. C'est peut-être un band de dauphins qui fête l'amour. Je les connais bien, ils en seraient capables. Dit le beau jeune homme en souriant. Si seulement. Amphitrite, au même moment, donnait déjà ses instructions aux deux monstres marins. Remontez à l'instant vers le monde de l'air et noyez cette princesse. Et que dès demain, l'homme du rivage admire mes flots. Allez, je vous l'ordonne. Heureusement, à l'image de la Terre, la mer est peuplée de monstres mais aussi d'êtres bienveillants et lumineux. Un dauphin, qui se trouvait justement par là, entendit Amphitrite donner ses ordres. Lui aussi, il aimait bien ce jeune homme qui observait la mer. Quant à cette princesse, même s'il ne la connaissait pas, il ne pouvait se résoudre à l'idée qu'elle allait mourir parce qu'Amphitrite était possessive et jalouse. Pas question de rester les nageoires immobiles. Il fallait trouver Poséidon, dieu des mers et des océans, et au plus vite, car lui seul avait le pouvoir de vaincre les forces de son épouse Amphitrite. Le courageux cétacé savait comment trouver le palais d'or du souverain. Ses ancêtres avaient eu l'honneur de tirer ses chars aquatiques. Devant les portes du palais, il dut faire face à deux énormes pieuvres qui faisaient office de garde. Dominant sa peur d'être attrapé par l'un de leurs 16 bras, il leur expliqua toute l'histoire aussi vite qu'il peut. Un grand malheur se joue à la surface. Amphitrite envoie ses monstres à tête de lion pour noyer une princesse qui lui fait de l'ombre. Il raconta aussi le bateau protégé par le vent, le jeune homme sur les rives de Saint-Raphaël, l'amour naissant et la jalousie de la Néréide. Les pieuvres, touchés par son courage, allèrent sans tarder chercher Poséidon. Pris de compassion pour ces deux mortels, et quelque peu agacé des sautes d'humeur et de la frivolité de son épouse, il partit à la poursuite des deux monstres qu'il retrouva en un éclair. Les deux monstres s'approchaient maintenant de la barque, et alors qu'ils allaient surgir de l'eau et accomplir la mission de mort que leur avait confiée leur maîtresse, Poséidon les pétrifia en plein mouvement. Et c'est ainsi qu'ils devinrent, pour l'éternité, ces deux îlots rocheux qu'on appelle aujourd'hui lions de terre et lions de mer. Pendant cet instant décisif, la princesse et le jeune homme se regardaient encore, aveuglés par leur amour naissant, ignorant tous les tourments qu'ils avaient causés sous la surface. Quand surgirent les deux rochers des flots, ils crurent quelques instants à une fin du monde. Puis, le calme revenant, ils en conclurent qu'ils venaient juste d'assister à la naissance de deux îlots, l'un plus petit que l'autre, mais tous deux d'un magnifique ocre rouge. C'était un miracle, le second de la journée après celui de leur première rencontre. Arrivés enfin sur la rive, les deux amoureux ne se quittèrent plus jamais. Eurent-ils beaucoup d'enfants ? Ah, ça on ne sait pas. Et depuis cette époque, le village de Saint-Raphaël a bien grandi. Petit Jacques était maintenant prêt pour son baptême de plongée. Aucune vague à l'horizon. Amphitrite était visiblement de bonne humeur aujourd'hui. Il suivit les instructions du moniteur, descendit l'échelle du bateau et disparut de la surface. Quelques minutes plus tard, alors qu'il évoluait au milieu des poissons et qu'il caressait les algues multicolores, il vit, émerveillé, un grand dauphin s'approcher du lion de mer. Ils restèrent quelques secondes à se regarder. Puis, le cétacé disparut vers le large. De retour à la surface, Jacques raconta cette incroyable rencontre. Il avait tout juste 10 ans.
Marqué à jamais par la grâce de cet animal, il devint l'un des plus grands apnéistes de l'histoire. Refermons pour aujourd'hui le vieux grimoire de cette terre de légende et retrouvons-nous vite pour de nouvelles histoires.